faut-il rapatrier les djihadistes et leurs familles? Après avoir longtemps dit non, beaucoup de pays européens font aujourd'hui marche arrière et réintègrent au moins leurs femmes et leurs enfants. Mais pas de ça chez nous, hein. La Suisse campe sur ses positions et même si elle admet le retour des plus jeunes, dans les faits, aucun, pour l'instant, n'a foulé le sol helvétique. Et tout ça, eh bien, en dépit du droit international et de la pression notamment de l'ONU et du CICR qui dénoncent des conditions de détention épouvantables. Et quoi, me direz-vous, on ne va pas pleurer sur le sort de ces foudingues qui sont partis couper nos têtes ailleurs, ni mettre pour les ramener en danger notre sécurité ici, quitte à bafouer, ma foi, quelques lois. Et dans le fond, c'est vrai. Quels moyens restent aujourd'hui à nos démocraties pour lutter contre l'extrémisme et garantir notre sécurité sans devenir à notre tour des monstres? Eh bien, on en débat ce soir dans Le Point, avant de retrouver, comme chaque semaine, en fin d'émission, le point de vue un peu extrémiste, lui aussi, d'Alexandre Kominec. Bienvenue à vous toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités autour de cette table ce soir. Adama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous êtes conseillère nationale vaudoise, socialiste. Vous siégez à la commission des institutions politiques et faites partie de la délégation suisse auprès du Conseil de l'Europe. Alors vous, Adama, vous réclamez clairement le retour de ces djihadistes suisses. Précisons qu'ils sont une dizaine encore détenus dans le nord-est de la Syrie par des milices kurdes. C'est bien ça, donc le retour de tous les djihadistes? Moi, ce que je réclame, c'est ce que réclame l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, auquel la Suisse a adhéré, c'est-à-dire le retour minimum des enfants, éventuellement des mères. Et je ne suis pas opposée au retour des djihadistes parce que c'est le produit de notre propre société. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Notre super débatteur ici chaque semaine, Philippe Val, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Alors vous, Philippe, le terrorisme, vous le vivez quasiment dans votre chair, en tout cas dans votre quotidien, puisque vous avez été condamné à mort par des islamistes. Vous vivez d'ailleurs depuis 15 ans sous haute protection policière. Pour vous, Philippe, le retour des djihadistes, c'est clairement niette? Il n'y a pas d'urgence, disons, mais je partage avec madame le souci des enfants qui sont victimes de cette situation absolument inhumaine. Les femmes, je ne sais pas, parce que je suis pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et je pense qu'elles sont aussi responsables que les hommes, pour qu'on ferait une différence entre les hommes et les femmes, alors qu'on essaye de ne pas en faire dans les entreprises. Non, mais trêve de... Je pense qu'il faut sauver les enfants, c'est un devoir de toutes les démocraties, de tous les États de droit. Après, je ne peux pas dire que c'est le produit de notre société, c'est n'importe quoi. Je m'excuse de dire ça. On ne commence pas tout de suite le débat, non, mais Philippe, quand même, on en parlera probablement tout de suite. Juste préciser que la France... Le djihadisme naît dans tellement de sociétés différentes, on y revient tout à l'heure, mais... que ça ne veut rien dire, c'est pas né de la société suisse, les djihadistes. On y revient, c'est le cœur de notre débat. Maintenant, simplement dire quand même que la France a la même attitude ultra rigoriste que la Suisse. Boris Mabillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Temps et au Courrier, grand reporter. Vous les connaissez bien, ces camps de prisonniers en Syrie que depuis des années vous visitez. Vous en revenez d'ailleurs il y a quelques semaines. Comment la situation évolue-t-elle là-bas ? Alors les conditions humanitaires se sont péjorées, notamment dans le grand camp de Al-Hol. Elles se sont améliorées dans l'autre camp qui est plus au nord, à Roj. Mais pour parler très clairement, c'est une situation humanitaire horrible. Et femmes et enfants qui sont retenus là-bas, sans aucune perspective, sans jugement, sans procédure judiciaire, sans rien du tout, c'est une honte. Ça fait pour certaines d'entre elles 4 ans, 5 ans qu'elles sont là-bas. Avec quelle perspective? C'est pas possible, c'est indigne. Les Kurdes n'ont pas vocation de les juger, ils ne veulent pas le faire. C'est à nous, quand même, là, pour les femmes et les enfants, de faire quelque chose, il n'y a pas de doute. Effectivement, le cœur de notre débat ce soir. Et Olivier Français, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Alors vous êtes conseiller aux États vaudois, libéral radical, du même parti donc que les deux principaux responsables de la politique très dure de la Suisse en ce qui concerne le retour des djihadistes. Évidemment, j'ai nommé Karine Keller-Souter, chef du département de justice et police, et Ignacio Cassis, chef des affaires étrangères. Même parti oblige, vous serez en quelque sorte leur porte-parole aussi ce soir, même si on va le voir. Je vous contredis tout de suite. On va le voir justement, je le précise. Entre l'exécutif et le législatif, et on peut avoir ça.
enfin vous êtes censé avoir une ligne en tout cas partisane sur certains points fondamentaux que j'espère vous partagez en tout cas en partie avec vos représentants. Et effectivement, votre vision, elle a un peu évolué avec le temps. Dire aussi, Olivier Français, que vous vice-présidez la délégation suisse auprès du Conseil de l'Europe et siégez notamment à la Commission de la politique de sécurité. Alors, sénateur, je vous demande pour commencer ce débat, qu'est-ce qui aujourd'hui est le mieux pour assurer la sécurité des Suisses? Faire revenir les djihadistes ou empêcher par tous les moyens leur retour? Bon, la question est très vaste. Hein. On peut faire... Mais les cardinales, hein, c'est quand même ce que les gens veulent savoir. Oui. Dans ce cas-là, on ne s'arrête pas qu'au Kurdistan et en Irak et ailleurs, parce que des gens qui sont mercenaires en tout temps ont existé sur notre territoire et ont fait des actes parfois guerriers qui sont répréhensibles d'après le droit international. Mais si on s'arrête spécifiquement sur la Syrie et l'Irak, il y a des gens qui ont fait des fautes. Ils ont participé à la faute, ils n'étaient pas tout seuls, c'est une faute entre guillemets qui a été dûment organisée et ils se doivent d'être jugés. Le gros problème qu'on a depuis le début de cette problématique, c'est que les gouvernements qui ont fait des actions directes en Irak, qui sont de tout type, n'ont pas organisé justement le traitement des gens qui avaient fait des fautes et qui sont répréhensibles. Ce fameux droit de jugement n'est pas organisé. Alors même qu'à la fin de la guerre 39-45, on a pu faire une organisation très très rapidement pour juger les coupables. Alors justement on attend des années... Alors la Suisse de ce côté-là est vraiment très très marginalisée puisqu'elle n'a pas participé au conflit. Par contre, il y a des citoyens qui sont allés sur ce territoire faire la guerre, des actes pour certains qui sont connus, qui sont répréhensibles, et d'autres qui sont peut-être connus par certains, mais en tout cas pas par les services renseignements de notre pays, ce qui nous fait la différenciation entre des personnes sur lesquelles on a des très forts soupçons. Il y en a un, en tout cas, il n'y a pas photo, d'ailleurs il a été arrêté grâce à des interventions des services renseignements suisses, avec l'intermédiaire de belligérants qui sont sur place, je pense aux Anglais en particulier. Je vois que monsieur me regarde et voit tout à fait de qui je veux parler. Puis il y en a d'autres, on n'a aucune information, et en particulier sur les femmes. Alors ce qu'on sait sur les femmes, qui depuis ont enfanté ou sont partis avec des enfants, puisqu'en fait la problématique est là. D'abord, ces enfants sont responsables de rien, ils sont responsables, oui, d'avoir des parents qui sont allés faire une guerre de religion, et ceux-ci doivent être rapatriés. Donc c'est la votation qu'on a eue au Conseil de l'Europe, dans laquelle les enfants, dans la mesure du possible, doivent être ramenés dans le pays pour pas qu'ils se radicalisent, parce qu'on sait qu'à partir de 7 à 12 ans, un enfant qui est dans des conditions dures de vie peut se marginaliser et peut devenir un djihadiste en puissance, et encore beaucoup plus violent que l'autre. Après, il y a des hommes, alors pour qui on sait qu'il y a faute, et ceux-ci doivent être jugés et par qui dans le pays en question. Il y a des tentatives. Hein. On a vu dans les reportages de la RTS qu'une femme kurde faisait des procédures de jugement sans base réellement légale. Ils ne peuvent pas, les Kurdes ne sont pas un État constitué. Voilà, parce qu'il n'est pas reconnu au niveau international. Le juger, ce serait de les transférer en Irak. On peut faire la même chose au niveau du Kosovo, dans lequel il y a encore des problèmes de reconnaissance. Mais il y a quand même une partie des gens qui s'organisent dans le Kurdistan, qui ont promulgué certaines lois et dans lesquelles ils font des pseudo-jugements. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Alors, est-ce que les quelques citoyens suisses, je crois qu'ils sont moins de 10, je crois que c'est 3 ou 4 familles globalement, mais dans l'urgence, c'est de voir sous quelle forme on peut rapatrier ces femmes. À ma connaissance, elles sont très radicalisées. Pour moi, elles peuvent revenir sous conditions, bien sûr, de surveillance, voire de jugement. Je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait un jugement chez nous. Par contre, au niveau juridique, ça sera difficile de donner la preuve que ces femmes ont participé à des actes de délit. Voilà. Et là, on est devant ce problème-là. Alors, vous avez fait référence comme quoi mon jugement a évolué. Oui, c'est vrai. Il y a quelque temps, je disais, elles sont parties et restées là. Maintenant, comme l'a dit très justement monsieur, les camps, alors ils sont tout type, mais qui sont très très durs. Donc, je pense que la peine a été purgée, en tout cas pour les fautes qui pourraient être répréhensibles par ces personnes, et revenir chez nous. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle ait une atteinte à la sécurité de notre pays, à la sécurité intérieure. Et c'est en cela qu'il faut s'organiser. Alors, avant de passer aux femmes et aux enfants, justement, encore rester sur les hommes, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui d'organiser des procès ici, des procédures à Damara et après dans l'hypothèse où on ne le serait pas, il faut s'outiller pour. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas prêts qu'il faut dire qu'ailleurs, ils sont plus outillés que nous. Évidemment que non. Ni la Syrie, ni l'Irak, voilà, ne sont prêts et n'ont de statut finalement juridique fiable pour empêcher ces gens de recommencer leur acte. Parce que c'est ça. Je crois que j'aimerais d'abord dire quelque chose autour de cette table. Je crois qu'on est tous
tous d'accord pour dire que ces faits, c'est des gens criminels, ils doivent payer. Maintenant, d'un point de vue sécuritaire, est-ce que c'est mieux que ces gens fuient d'une prison plus ou moins surveillée selon les intérêts des gardiens pour les faire fuir ou pas de leur camp? Est-ce que c'est mieux de les avoir sur notre sol pour pouvoir les juger et prendre les mesures? De toute façon, quoi qu'on fasse rapatrier les adultes, les femmes ou les enfants, des mesures doivent être prises. C'est une situation que nous ne connaissons pas en Suisse. Beaucoup de pays ne connaissaient pas cette situation. Et donc, de toute façon, des structures doivent être mises sur place. Mais je pense que plus on retarde le retour, que ce soit de toutes les personnes, plus on prend de risques en fait majeurs en Europe pour des radicalisations. Bon, c'est vrai que dans les faits, il y a plusieurs prisonniers qui se sont échappés. Et si vous permettez, excusez-moi, juste par rapport aux chiffres, on parle de quoi? De 10 personnes. Voilà, on parle de 10 personnes. Est-ce que la Suisse, aujourd'hui, est en mesure ou non de s'occuper du retour de 10 personnes si compliquées, avec une problématique extrêmement compliquée, j'en conviens, mais si nous n'avons pas confiance dans nos mesures judiciaires, dans notre système social, dans notre capacité d'intégration, c'est aussi un problème. Et moi, j'ai confiance. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Je pense simplement qu'il faut faire ça. Boris Montbillard. Alors, je vois que tout le monde connaît très très bien le sujet. Monsieur Français a donné beaucoup de précisions sur le système que les Kurdes tentaient de mettre en place. C'est tout à fait exact. Néanmoins, ce qu'il plaide, ce en quoi il plaide, ce pourquoi il plaide, c'est la constitution d'un tribunal international. Et ça, c'est véritablement hors de question. Il n'y a pas de consensus international autour de cette création-là. Ça coûterait énormément d'argent et il faudrait en plus que le Kurdistan soit reconnu, ce qui est hors de question. Donc pour les jugements des djihadistes étrangers, il n'y en aura jamais, mais jamais, au Kurdistan. La seule possibilité, c'est évidemment qu'ils soient transférés en Irak où il y a la peine de mort. Donc on peut après... il faudrait une autorisation de la Suisse pour qu'il y ait ce transfert. Donc, je ne crois pas qu'on puisse compter sur d'autres États pour que justice soit rendue. Je pense que les crimes immensément graves ont été commis, et rien que pour ça, il faut que les auteurs soient jugés. Mais il y a autre chose, un aspect beaucoup plus pragmatique, simplement presque un peu cynique. Un jugement, c'est aussi faire advenir la vérité. J'avais parlé il y a quelques années d'un complot qui avait été ourdi par certaines personnes en relation avec d'autres, en Suisse toujours. Gros complot. La meilleure façon de découvrir l'état de l'avancée du projet, c'est de confronter les dires des uns et des autres. Ça n'était pas possible. Depuis, le FIPOL et le SRC ont décidé d'envoyer une mission. Vous êtes au courant, fin 2020, ils se rendent là-bas, ils questionnent, c'est assez discret, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une nécessité d'avoir directement accès aux détenus suisses, aux djihadistes suisses, pour des raisons de sécurité intérieure. Et pour assurer cette sécurité intérieure, car j'ai une fille, j'ai pas envie qu'elle court le risque de mourir dans un attentat, je suis sûr qu'ils sont beaucoup plus en sécurité dans des prisons suisses que dans une passoire tenue par des Kurdes qui est bombardée par les Turcs et qui peut du jour au lendemain s'écrouler avec le risque que tous ces gars-là, avec un ressentiment immense, se retrouvent sur les chemins de l'exil et peut-être vers la mère patrie, la leur, la Suisse, la nôtre, ça m'embêterait beaucoup. Il y en a peut-être déjà qui sont déjà chez nous, dont on ne sait d'ailleurs plus rien. Alors les femmes ont pu s'échapper. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai pu parler à une femme qui avait fui et qui était déjà en Turquie. Elle avait profité d'un réseau de djihadistes. Certains de ces camps, ce sont véritablement des pétaudières, mais aussi des camps retranchés pour l'État islamique. Il en va de même dans les prisons. Je suis le seul à avoir pu les visiter toutes. J'ai vu, les détenus m'ont dit « Ah, le type qui ne veut pas se faire filmer là-bas, qui fait semblant d'être paraplégique, c'est l'émir. » Donc, il ne faut pas se leurrer. Si moi je peux rentrer dans la prison et me balader presque librement, eux peuvent en sortir, ils peuvent vous redire des complots, ils peuvent mener des actions extérieures. Pour la sécurité du pays, je crois qu'il faut rapatrier tout le monde. Personne, c'est pas là. C'est vrai, Philippe Val. Est-ce qu'ils ne seraient pas plus en sécurité, ces djihadistes, dans les prisons françaises et suisses? Les États-Unis, on a enfin, pas nous, on ne serions pas plus en sécurité. Les États-Unis disent comme vous. Les États-Unis qui ont rapatrié. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Jusqu'au moment où il y aura un attentat par quelqu'un qui sera retournique, et il n'y aura plus qu'une école, car tout le monde dira
Ah oui, il aurait peut-être fallu. On les fait revenir, on fait un procès, et un procès, comme vous le disiez très justement, il faut que la vérité s'y manifeste. On cherche la manifestation de la vérité. Comment trouver, comment faire en sorte que la vérité se manifeste pour des faits qui se sont produits à 3000 km dans une pétaudière hallucinante, enfin, c'est se foutre du monde. Donc ils vont être condamnés comment? Ils vont être condamnés sur la base de quoi? Mais ils vont être condamnés, c'est sûr. Là, je me fais l'avocat du diable, hein, mais ils vont être condamnés, ok. Il y en a qui sont revenus de Syrie, qui se sont fait arrêter en France. Et ils ont pris une peine maximum qui était de 7 ans, finalement était réduite à 5 ans avec les machins. Donc ils ressortent là. On en a pas mal qui sont ressortis récemment, donc ils sont suivis, on fait gaffe, mais c'est un problème, parce que nous, on n'en a pas 10 en France. C'est toute la différence. Ça se discute, vous voyez, c'est ingérable le retour des hommes et des femmes qui ont commis des actes criminels, parce que on ne sait pas comment on va les juger. C'est très difficile à juger en droit, puisque comment va se faire l'instruction? Il se trouve que les Suisses sont bien connus. Il y a des dossiers, vous en avez 10. Il y a du renseignement. On peut faire 10 enquêtes. Alors pour la Suisse, 1000 enquêtes. 1000. Comment on fait? Donc, ah oui, non, mais attendez, c'est pas de notre faute. C'est une guerre qui nous est déclarée. Ce n'est pas une guerre que l'on a déclarée. Bon, mais vous voyez, c'est un vrai problème. Et il ne faut pas retourner la charge de la preuve comme ça. Ensuite, en prison, vous avez sans doute des solutions en Suisse pour isoler, cas par cas, 10 personnes, traiter les cas, tenter une déradicalisation au cours de la peine. Bon courage par ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, mais enfin bon, on peut toujours essayer. Et nous, c'est très compliqué. Dans les prisons françaises, pour les isoler, on n'a pas de place. On n'a plus de place. Il n'y a pas d'argent en France sur le système pénitentiaire français. Est assez misérable et c'est une honte, j'en suis d'accord, hein, c'est pas la question, mais ils sont contagieux. Il y a un vrai problème. Ils participent à la radicalisation des autres détenus. Vous voyez, il y a un souci permanent. C'est un problème posé qui n'a pas de bonne solution. Mais pour l'instant, on ne fait rien. Pour la France, mais pour la Suisse, on parle de 10 personnes. Ah oui. Donc nous, on peut donner l'exemple. Nous, on peut s'occuper de ça. On peut pas dire, non, c'est impossible. 10 personnes, c'est possible, c'est réalisable. Oui. Ce serait sain de le faire. Ce serait sain. Ce serait la meilleure solution en matière de sécurité, car les prisons suisses ne sont pas les prisons françaises. Je suis navré que la France ait un système carcéral dans l'état dans lequel il est. Mais ensuite, on peut espérer que ce soit un tout petit peu mieux. Enfin, on dépense beaucoup d'argent pour ça. Mais pour alors moi, je fais confiance au système juridique. Ça ne l'est pas, ouais. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Alors effectivement, sur les hommes, on voit que les avis, on n'a pas beaucoup avancé, que tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut en faire. Maintenant, pour les femmes et pour les enfants, ça c'est une autre question cardinale, hein, qui est hautement dénoncée par toutes les instances internationales. Pour lancer cette question, on va regarder un extrait d'un temps présent qui a été tourné en 2019 par nos consoeurs Anne-Frédérique Wiedmann et Marie-Laure Baggiolini. Et donc, c'était dans le camp de Al-Hol. On écoute l'interview d'une Française, justement. Qu'est-ce qu'elles veulent, les sœurs, là, ici, les sœurs françaises? C'est juste rester avec leurs enfants. Franchement, c'est juste ça. Qu'elles soient en prison, c'est une chose, mais juste qu'elles soient avec leurs enfants. Elles ont vraiment trop peur ici. Parce qu'elles savent que si elles reviennent en France, elles seront emprisonnées et leurs enfants ne seront pas avec elles. Et elles disent non, on n'a rien fait. Oui, nos maris peut-être, mais voilà, il y a les enfants et les mères, nous, on n'a rien fait. En même temps, vous saviez qu'il se passait des horreurs et vous êtes restés. C'est une forme de complicité. On ne pouvait pas partir. Est-ce que vous étiez au courant? Nous, on y était, on y a vécu à l'intérieur de cet État islamique. On savait ce qui se passait. Et celles qui sont sorties, il y en a qui sont mortes, il y en a qui ont été violées. Elles ont vécu des choses, ces sœurs-là. Pas tout le monde a réussi à rentrer en France. Moi, je demande juste qu'il y ait juste un peu de pitié, c'est tout. Voilà, avec les mères et surtout les enfants. Franchement, les enfants. Adamara, comment être sûr que ces femmes sont vraiment des repentantes et justement ne tiennent pas le discours qu'elles aimeraient qu'on entende pour rentrer? Mais moi, la question de la repentance, on en tient compte au moment du jugement, s'il y a repentance ou pas. J'imagine qu'en droit, c'est un élément dont on tient compte pour tous les crimes. On parle du terrorisme, mais pour tous les crimes commis
sur cette terre. L'idée, c'est pas une question de pitié. J'imagine que les gens, par rapport à cette problématique, n'en auront pas particulièrement, mais c'est une question plutôt, justement, de sécurité et de droit. Pourquoi est-ce que... comment dire? Tout à l'heure, on disait les hommes non, les femmes oui. Mais je veux dire, les femmes et les hommes, égalité. Pourquoi on arriverait à faire entrer les femmes et pas les hommes? Voilà, moi, je pense que... de nouveau... La politique qui consiste aujourd'hui en Suisse, pour revenir à la Suisse, c'est peut-être la limite du débat franco-suisse de ce type d'émission. Oui, mais les deux pays ont des problématiques, en tout cas des politiques Les profils des radicalisés, j'ai beaucoup lu de littérature sur les Français, et il y a un peu moins de littérature helvétique, je l'ai lu aussi, c'est M. Esposito qui est professeur ici à Genève. C'est pas du tout les mêmes profils d'abord. Mais pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que la politique aujourd'hui suisse qui consiste à faire une déchéance de nationalité de ceux qui sont binationales pour s'en laver les mains et repasser le problème à d'autres pays, moi je trouve ça pas très fair-play, si j'ose employer ce mot, dans ce marasme, par exemple. Je pense de nationalité, on va y venir. Ils ont le droit, parce que c'est des conventions, simplement les conventions de l'enfant, de faire revenir des enfants en Suisse. Avec ou la mère ou pas, c'est très compliqué parce qu'on sait que les Kurdes ne laissent pas partir les enfants sans la mère parce qu'ils n'ont pas envie de garder à Ternam. Les conventions disent qu'il ne faut pas. Oui, aussi parce que probablement ils ne veulent pas garder sur terrain les adultes. Oui. On sait très bien tout ça aussi. Voilà. Aujourd'hui en Suisse, excusez-moi d'être très clair, mais en Suisse, on enlève des enfants à leurs parents, les services de jeunesse, pour moins que ça. Évidemment. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens ici, il y a des grands-parents qui se battent, on reçoit des lettres, il y a des oncles, il y a des tuteurs, il y a des gens qui peuvent s'occuper de ces enfants au cas où la femme ne souhaite pas rentrer. Maintenant, moi je pense, pour les mêmes raisons que pour les hommes, elles doivent venir en Suisse pour être jugées. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris un flingue dans les mains qu'on n'est pas complice de ces actes et responsable de ces actes. Donc moi, je pense que aussi les femmes doivent... Et puis, juste pour terminer sur ces questions, il y a en Belgique, moi je suis un petit peu les affaires en Belgique, il y a des témoignages de femmes qui sont parties, qui voulaient rentrer aussi, qui, comme c'était dit dans le reportage, il y a des femmes qui ont été tuées pour avoir voulu revenir, il y en a d'autres qui ont fui, d'autres qui ont réussi, d'autres pas. Enfin voilà, je pense que c'est vrai, c'est très compliqué. Le droit, c'est ce qui fait la beauté du droit, c'est que c'est au cas par cas et que ça doit respecter des conventions, n'en déplaise à ce que nous dit notre vote. Mais c'est vrai, Olivier Français, on retire, dans nos États démocratiques, on retire les enfants à la garde de leurs parents qui sont déficients. Pourquoi est-ce que là, on ne pourrait pas le faire en ce cas-là, en considérant justement que des parents qui ont emmené ou qui sont radicalisés ne sont plus capables d'exercer leur charge de parents? Bon, dans les cas qui nous préoccupent, la proposition a été faite, puisque même il y a des familles qui sont en Suisse, qui sont prêtes à accueillir ces enfants, mais la mère ne veut pas se séparer de l'enfant, donc ça, c'est la réalité. Mais du coup, on les laisse sur le terrain en Suisse. Parce que dans la réalité des cas, si la maman ne veut pas laisser partir l'enfant puis aller chez le grand-père, la tante et l'oncle, on ne peut rien faire. Oui, mais est-ce qu'on ne faillit pas? Est-ce que la Suisse, là, ne faillit pas à son devoir d'assistance à ses enfants? Elle ne faillit pas parce qu'elle a fait la proposition. À partir du moment où vous avez fait la proposition puis vous avez le refus de la personne, c'est de la responsabilité de la mère. Mais pour nous, parce que si je reviens sur la double nationalité, si la maman ou le papa perd la nationalité, l'enfant reste suisse. Ça, c'est clair. Donc, on a une responsabilité pour que ces enfants reviennent chez nous et qu'on leur donne une éducation et si possible, dans le proche milieu familial. Oui, mais la Suisse n'agit même pas de manière proactive. C'est-à-dire que pour l'instant, non, c'est pour autant, une des conditions, c'est pour autant que les cantons réclament. Par exemple, il y a une femme et son enfant dont on ignore tout où se trouve aujourd'hui et dont la Suisse ne se préoccupe pas parce qu'elle n'a pas été réclamée par les cantons. Faire attention, il y a beaucoup de travail qui se fait sur le terrain par l'intermédiaire d'ONG ou parler tout à l'heure du service de renseignement, etc. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il reste peut-être aussi peu de personnes et puis que d'autres sont partis par des canaux détournés. Mais les 3-4 cas qui nous préoccupent, en particulier, la proposition, elle est là et ils le savent. Donc, il faut que la mère soit ça fait partie des cas qu'on a désignés. Mais il faut se rendre compte. Ça vient des informations qui viennent du département des Affaires étrangères. Que vous agissez plus ou moins mollement en fonction de la connaissance de la personne qui est incriminée. Donc il y a quand même des soupçons relativement importants sur ces dames, voire sur ces hommes, qui font qu'on n'a pas tellement envie de les voir revenir. Quand vous avez un des cas qui est le...
qui est assez solide, d'un monsieur, je veux dire, on n'a pas vraiment envie de le revoir chez nous, quoi, celui-là, parce qu'il soit jugé sur le terrain où il a fait des atrocités. Et puis, il y a d'autres personnes, c'est que sur la base des soupçons, et puis là, je rejoins monsieur, quoi, je veux dire. Maintenant, faire le jugement à 3000, alors que les histoires sont passées à 3000 km, vous vous rendez compte qu'encore cette semaine, il y a des dames qui étaient dans les camps nazis, qui sont internées, on a mis combien de temps? On est en 2020, on parle de 2040. Ça fait 80 ans d'histoire pour se rendre compte que telle personne a fait des fautes qui sont relativement graves. Donc, en l'occurrence, il y a plein de gens... enfants, des gens dans les camps qui... Oui, mais on a même des gens chez nous qui ont dû participer à des choses relativement graves. Moi, personnellement, je connais une famille où un des enfants a été dans ces pays, est revenu, et puis socialement, les parents s'en occupent, et puis le resocialisent, etc. etc. C'est un travail très, très complexe, et c'est pas seulement... Il est rentré comment, cet enfant? Par lui-même. Par lui-même, mais enfin cet enfant, c'est un jeune adulte. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail de réadaptation de ces personnes qui ont vécu la guerre, c'est terrible. Moi, j'ai le privilège... Mais déjà, le problème maintenant, c'est de les faire rentrer. Vous savez, j'ai le privilège d'avoir connu mon grand-père, qui est engagé volontaire en 15, qui a fait Verdun, qui s'est évadé de prison, etc., etc. Il a tout écrit de ce qui lui est arrivé. Et je prends d'autres témoignages du même style, pas que de mon grand-père. Ces gens-là qui ont fait la guerre ne parlent jamais d'eux. Jamais d'eux. Ils parlent des histoires qu'ils ont vécues, d'héroïsme d'un côté ou de jour dramatique, mais ils ne parlent jamais d'eux. Donc il y a celui qui fait la guerre, et j'ai un Libanais, quand j'ai fait le PFL, qui revenait de la guerre, au tout début de la guerre du Liban, d'accord, et ben pour lui c'était très très difficile de parler des actes de guerre qu'il a vécu. Je ne sais pas ce que lui-même a fait ou pas pendant ces actes de guerre, mais c'est très difficile de faire ressortir justement cette puissance guerrière et de volonté de jugement individuel à l'égard d'autrui. C'est très très difficile. Donc c'est un travail, comme l'a dit monsieur, qui est considérable. Et c'est pas seulement dire, hop, tu reviens. Sinon, on n'a pas de mesure d'accompagnement vis-à-vis de ces personnes. Mais pour l'instant, on ne veut pas les faire revenir. Alors, on va continuer le débat. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. On va continuer le débat, mais on doit faire une courte pause, Olivier Français. Vous disiez que je faisais partie du Parti libéral radical, et vous avez fait référence à deux conseillers fédéraux. Deux conseillers fédéraux. Madame Kéré-Souter, tout comme monsieur Cassis, sont tout à fait d'accord à faire rentrer les enfants. Ils n'ont pas de problème de ce côté-là. Bien sûr. Mais après, il y a toute la difficulté qui vient derrière dans les mesures d'accompagnement. Sauf que dans les faits, il n'y a aucun enfant aujourd'hui qui est rentré et qu'ils ne veulent absolument pas le retour des parents. Pour l'instant, c'est le statu quo de leur politique qu'ils maintiennent. Et là, on se retrouve dans quelques instants. C'est le moment de faire une courte pause. À très vite. Le point de retour, djihadiste suisse, est-ce qu'on assure réellement la sécurité des Suisses en menant une politique aussi dure? On continue d'en débattre ce soir avec Adama, Boris Mabillard, Olivier Français et Philippe Val. Tout ça en attendant la chronique un peu extrême d'Alexandre Kominec en fin d'émission. Donc sur cette question du retour des femmes et des enfants, il y a ce qu'on doit ou pas faire, mais il y a aussi ce qu'on a le droit ou pas de faire. Récemment encore, la rapporteuse spéciale sur la promotion de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste pour l'ONU a indiqué que le rapatriement, même s'il est impopulaire, reste le seul moyen conforme au droit international de remplir les obligations des États envers les femmes et les enfants concernés. Donc Olivier Français, la Suisse transgresse le droit international aujourd'hui. Oui, c'est votre interprétation. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la rapporteuse spéciale de l'ONU. Oui, elle cite clairement la Suisse. Elle cite les pays qui ne rapatrient pas les femmes et les enfants. Je redis ce qui a été dit depuis le début, c'est que le rapatriement des enfants, s'il y a garantie d'un accueil dans notre pays, il est facilité. Après, la position du gouvernement, c'est d'interdire aux femmes et aux hommes de revenir en Suisse, sauf sous réserve d'un jugement. Voilà, c'est ce qui a été dit. Après, il y a des parlementaires comme moi, en guillemets, comme on dit, le cul entre deux chaises, dans lequel ils pensent que l'enfant ne doit pas être séparé de la mère, puisque j'ai voté la même résolution qu'à la Mara à Strasbourg. Voilà, donc de ce côté-là, il y a un jugement qui doit être fait de cas par cas. Ils ne sont pas nombreux, mais je pense qu'on peut en tout cas aller dans ce sens-là. Voilà, et je suis sûr que si on traite les cas les uns après les autres sur la base des renseignements qu'on a de la part de notre service de renseignement, on peut rapatrier sur les 3-4 personnes qui sont encore là-bas, on peut rapatrier quelques-uns. Oui, mais vous aussi, Philippe Val, vous êtes très attaché à l'état de droit, c'est ce qui nous distingue justement de l'État islamique, du fait qu'on puisse faire des procès, du fait qu'on puisse ne pas avoir des lois et les respecter. Ça, la France, la Suisse, qui ne respectent pas les traités internationaux, voire leurs propres droits,
C'est normal. Non, je ne dis pas que c'est normal, mais enfin, comment vous dire? Il y a l'état de droit. L'état de droit, c'est à l'intérieur de frontières ou à l'intérieur d'un ensemble de pays qui respectent l'état de droit. Et entre eux, les États, déjà, ne respectent pas l'état de droit. Entre la Russie et la France, entre l'Allemagne et la Turquie, ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, c'est à l'intérieur de l'État. La circonstance aggravante, c'est non seulement une guerre, mais c'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre à base de terrorisme. Comment voulez-vous que les démocraties, que les États de droit s'en sortent? Ils sont cornérisés par leur adversaire. Ils font ce qu'ils peuvent. Regardez, nous, on en parle même ici, tous les quatre. On essaye de trouver quelque chose de pas trop obscène en face d'une violence et d'une cruauté, de crimes, de barbarie hallucinante. On essaye de trouver quelque chose d'un peu quand même qui ressemble au droit, mais face au terrorisme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les États démocratiques, dans leur relation avec ce type ce type d'événements, de guerre particulière, ils ont des services qui vont sur place et qui tuent des gens. C'est parce que c'est la guerre. C'est ce que François Hollande a dit et qu'il n'aurait jamais dû dire dans le livre de Davet et l'homme. Un président ne devrait pas dire ça. Il dit, oui, mais c'est vrai, on a envoyé des gens et on en a tué un certain nombre. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. En général, on ne le sait pas, ça. Normalement, on ne le sait pas parce qu'on est des États de droit et on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Mais on doit les faire pour protéger les citoyens. Pour protéger les citoyens parce que les gens qui ont été tués par les services français en Syrie sont responsables de massacres en France. Ils ont été responsables de massacres en Espagne, en Angleterre. Il fallait les avoir. Vous voyez, on n'est pas tout le temps avec le Dalloz à côté de nous. Le monde n'est pas comme ça. On le regrette profondément. Moi, je voudrais bien que l'ONU veuille dire quelque chose, que la Commission des droits de l'homme ne soit pas une pantalonnade, ce qu'elle est. Mais je voudrais ça. Mais ce n'est pas la réalité. On est contraint de transgresser. Et c'est le but du terrorisme. C'est de faire en sorte que soient publiées nos propres transgressions à nos propres lois pour nous discréditer. Alors, il gagne. D'une certaine façon. Mais non, il gagne assurément. S'il arrive. Oui, je ne dis pas qu'il gagne ou qu'il perde, mais de l'état de droit. Je le regrette profondément, mais. Alors, c'est pas trop tard pour changer. Changer quoi? Vous leur demandez mais pour rester attaché à des principes. Vous voulez leur demander de devenir gentils? gentils? Pas gentil. Moi, je suis pour la sévérité de la justice. Moi aussi. Mais la justice s'exerce pas n'importe comment. C'est au cas par cas. On peut pas mettre dans un seul sac tous ceux qu'on ne soupçonne de djihadistes sans éléments étayés, sans preuves, et dire ils sont soupçonnés, ce sont tous les mêmes, voyez, y compris les enfants. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et il faut être attaché à des principes de droit. Il faut être attaché autant qu'il est possible, évidemment. Mais on n'en est plus là. Autant qu'il est possible, évidemment. Mais on a été, vous l'avez bien dit, cornérisé. Là, on outrepasse des lignes. Mais c'est pas de notre faute. C'est de notre faute si on résiste. Non, enfin, on est attaqué. On est attaqué d'une façon hallucinante. Vous voyez, et vous voyez ces femmes qui, tout à l'heure dans le temps... On n'est pas obligé de réagir comme tendre l'autre jour. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, Adamara, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est marrant que vous posiez cette question à moi, parce que c'est la question que j'allais déposer à M. Val. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, il n'y a pas de bonne solution. On va faire des camps... Vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'on va faire des camps de Guantanamo? On va continuer à faire des camps de Guantanamo? Est-ce qu'on va tous les buter sur place, justement, à envoyer nos... Vous savez, monsieur, j'ai vraiment envie de vous dire, mais il y a... Effectivement, je vous rejoins, monsieur Béard. Vous m'en voulez? Vous m'en voulez parce que je dis une réalité, mais c'est pas mal la réalité, j'y suis pour rien. Je vous en veux pas. Moi, monsieur Val, pardon de le dire comme ça, mais votre vie, elle n'est pas souhaitable à personne. Et on part, vraiment, je crois que tout le monde respecte ce que vous vivez et a de l'empathie. Maintenant, moi, je pense qu'effectivement, on a quand même le choix de garder une démocratie avec des valeurs. Parce que soit on croit, soit on n'y croit pas. Moi, j'y crois à ces valeurs de la démocratie, qui ne sont pas qu'une mécanique judiciaire, une mécanique
de droit. Il y a aussi les raisons pour lesquelles on fait du droit. Et je pense que, par exemple, pour reprendre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ce qu'ils souhaitaient organiser en 2021, je ne sais pas où ils en sont, c'est une table ronde. Je sais que ça sonne absurde de parler de table ronde face au bazooka. Je le sais moi aussi. Mais enfin, c'est de dire on se réunit pour regarder les bonnes pratiques des différents pays qui rapatrient pour pouvoir rapatrier d'un point de vue judiciaire et d'un point de vue de l'accompagnement. Évidemment, tout seul, on ne va pas y arriver, mais on doit tous croire à quelque chose. C'est l'espoir qui nous tue, sinon. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde qui nous propose. Et c'est pour ça, comme politicienne, que je crois à notre droit, et s'il faut l'adapter, on l'adaptera. Bon, il y a toujours des zones grises. On imagine bien que les services de renseignement suisses ou les services secrets suisses, le SRC, parfois, peut-être, liquide quelqu'un sans qu'on le sache, cette zone grise-là. Alors ça, si le jamais, SRC liquide, ils sont ça pas, tous les services secrets. Non. En Suisse, pas. En Suisse, on a des gens qui peuvent connaître beaucoup de choses, mais de faire des actes répréhensibles, c'est pas là, possible. je pense qu'on peut me tromper, mais vous n'avez pas de troupes sur place, vous n'avez pas de services spéciaux sur place. Si, non, on a des services spéciaux qui des fois se déplacent. Il y en a qui se sont déplacés en Afghanistan, en l'occurrence, pour aider le rapatriement de toute une série de personnes. Mais de là à utiliser des alarmes, oui, pour se défendre, mais pas pour attaquer. Ils n'iront jamais traiter un... Mais c'est pour se défendre. Pardon ? C'est pour se défendre. Non, mais là quand vous disiez tout à l'heure l'exemple, comme quoi il y a des troupes qui sont allées en Syrie et puis qui ont descendu certaines personnes. C'était pour se défendre. Alors, vous pouvez le prendre dans ce sens, mais pour nous, on est enfin, voilà, Ils ne sont pas assez bien formés. Pardon ? Ils ne sont pas assez bien formés. C'est pas dans nos gènes. La Suisse s'appuie sur les États. Ouais, pour faire le sale boulot. Pour faire le sale boulot, c'est les autres. Exactement. C'est malheureusement un peu l'hypocrisie suisse, c'est-à-dire on compte sur les États-Unis pour nous donner des informations, on les reçoit. Sur les Français, évidemment, ils en ont parfois, moins que les États-Unis. Sur les Britanniques, qui en ont beaucoup, notamment en ce qui concerne la Syrie. Et surtout, on n'envoie pas tellement nos agents. On a attendu très tardivement pour envoyer. On fait pas pour simplifier, on ne fait pas d'acte punitif. Voilà. Par contre, il peut très bien avoir un citoyen suisse dit barbouze qui va, ça c'est vu en Afrique en particulier, où certaines personnes à titre individuel font des actes de police privée et font ces actes punitifs. Mais pas dans nos forces officielles. Ce qui n'est pas souhaitable. On est d'accord. Non, mais c'est clair, mais pour dire, faut pas donner, faut pas toutes les images qu'on veut. Maintenant, il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont dit. Moi, j'entends les discours de Madame Marat, j'ai aucun problème, je partage à 200%. Mais on finit par. Mais sur la notion du droit et puis du jugement. Mais on vient sur le problème complexe. Comment juger ? On n'a pas les bases. Alors maintenant, il y a toute cette hypocrisie. Il y a quand même des procès qui sont faits. À Bellinzone, on juge quand même des gens radicalisés et soupçonnés de fomenter. Chez nous, sur notre territoire, c'est la base de preuves, capable de juger, comme ça, etc. Puis on peut les juger. Ouais. Mais ici, on est en Irak, on est en Syrie. En l'occurrence, on est dénoncé comme ne respectant pas les traités internationaux, voire notre propre droit. Juste pour que ça devienne plus concret, on va regarder un nouvel extrait de ce temps présent, tourné en 2019 par Anne-Frédérique Wiedmann et Marie-Laure Baggiolini. C'est un prisonnier qu'on nommera Adnan dans les images et qui est toujours aujourd'hui détenu par les Kurdes. C'était en 2019. Nous allons pouvoir rencontrer un détenu suisse dans un lieu discret, en dehors de la prison. Il s'agit du djihadiste vaudois, le fils de Sophie et Marc, détenu depuis 20 mois par les Kurdes. Un militaire filme l'entretien, mais visiblement à bout, Adnan décide de parler quand même. Je parle, c'est de prendre le risque. Je vais dire, je vais tout dire. Ça fait 50 jours que je suis menotté, qu'ils m'ont mis dans une pièce de 2 mètres de long, 1,50 m de large, et ils m'ont torturé. Ils rentrent, ils frappent, ils sortent, ils frappent. Franchement, je ne peux plus là. La moitié d'un repas pour 2 chaque 24 heures. Là, je m'écris vraiment, mais non, je reconnais même, quand je me regarde, je reconnais même pas mon corps. Oui, si, j'ai aucun droit, j'ai rien. Mais Daesh donnait pas beaucoup de droits non plus. J'aime pas Daesh. Depuis 2015, moi, j'essaie de sortir. Daesh. C'est un peu facile de dire ça maintenant. C'est ça, je sais. Maintenant, peu importe ce que je peux dire pour me défendre, on va pas me croire. Maintenant, tout le reste de ma vie, j'ai une étiquette sur France écrit Daesh. Au début, j'avais l'idéologie qui était comme eux à peu près.
J'étais en train de me faire radicaliser. J'étais dans le processus quand je suis arrivé. Comme je dis, au moment où je suis arrivé, deuxième jour, troisième jour après, si vous voyez ma femme, demandez-lui, vous allez voir. Ah, vous voulez dire, dès le troisième jour, on voulait faire marche arrière. J'ai parlé avec un inspecteur de police en Suisse, en disant que j'ai envie de rentrer en Suisse, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment sortir, je suis en Irak, je ne sais pas parler l'arabe. Lui m'avait dit d'essayer, si je pouvais essayer de sortir par Erbil. Comment je vais aller à Erbil? Je ne connais pas comment je fais. La plupart des gens qui voulaient sortir, le problème c'était la route, comment faire pour sortir, et surtout l'argent. Parce qu'une personne c'est $5 000. Par mois, moi 5 000, ma femme 5 000, on voit $10 000. Cette conversation a bien eu lieu en septembre 2016. L'inspecteur de police vaudois nous l'a confirmé. À l'époque, il en a même informé Berne. Alors, cet Adnan est toujours aujourd'hui détenu par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Olivier Français, vous dites être attaché à l'état de droit, mais la Suisse, précisément, devrait assistance, en tout cas s'assurer que ces détenus et ces ressortissants soient détenus dans des conditions justement acceptables, avec avocat. Comment est-ce qu'on peut justifier de transgresser pareillement notre état de droit aujourd'hui ? Bon, une manière de poser des questions qui est tellement orientée. Maintenant, on est dans un pays qui sort de la guerre, ou qui est en tout cas dans une stabilité qui est relativement précaire, et c'est une question de moyens aussi également. Donc, vu le nombre de personnes qui sont aujourd'hui internées en Irak ou en Syrie, ou au Kurdistan, c'est des quantités relativement importantes. Maintenant, ce qui n'est pas légitime et qui est pas conforme, en tout cas à notre droit, c'est la notion de la violence. Quand on entend qu'il a été torturé, ça, c'est pas des choses qui sont acceptables. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, personnellement, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de ce monsieur? Est-ce que la Suisse doit sortir $10 000 pour le sortir? Voilà, ça, c'est peut-être une des solutions. Et puis ici, on le traite selon notre droit par rapport aux actes qu'il pourrait avoir commis. Moi, alors, ce qui est intéressant dans le reportage dans le reportage que vous avez là, c'est un acte de repentir. Est-ce qu'il est sincère ou pas sincère? Ça, c'est les services de renseignement qui pourront nous donner cette sincérité de la personne. C'est-à-dire qu'au bout du 3e jour, il a démontré qu'il voulait rentrer. Voilà, là, je pense qu'il y a en tout cas, il y a matière à discuter. Et ça a été étayé par la police. Oui. Je l'ai rencontré, il m'a dit exactement la même chose. J'ai vérifié, son épouse dit la même chose. On s'est étayé. En plus, il n'est pas très malin, il ne parlait pas un mot d'arabe, il rêvait vraiment aux couleurs sur l'État islamique. Maintenant, il est coupable, il doit être jugé, payé pour les éventuels crimes, c'est-à-dire celui au moins d'avoir rejoint cette organisation criminelle. C'est pour ça, un cas comme celui-là qui est montré, moi je pense que c'est un cas en tout cas qui est recevable et dans lequel il faut alléger le process. Oui. Et il faudrait sans aucun doute envoyer du personnel de notre pays pour justement instrumentaliser chacune et chacun, et puis après prendre cas à cas. Voilà, il y en a un en tout cas, c'est sûr, j'aurais de la peine à le rapatrier, compte tenu des événements, parce qu'il doit à mon avis être jugé dans le pays, compte tenu de la gravité des faits qu'il a eu dans le fameux pays. Adamara. Mais vous voyez, par rapport au droit et à la démocratie, on ne peut pas dire « celui-ci, il est gentil », toutes les guillemets qu'on va y mettre, on entre en matière pour le rapatrier, celui-là il est méchant, on le laisse là-bas. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ni le droit, ni la démocratie. Soit il y a un droit avec des procédures qui s'appliquent à toute personne individuellement. C'est ça la beauté de la démocratie et du droit, c'est que c'est effectivement au cas par cas qu'on juge. Mais pour revenir à la repentance, et ce que je disais au début, enfin je l'ai déjà dit, la repentance, ils peuvent la manifester après, quand ils sont là, et on tient compte ou pas dans le jugement. Mais c'est pas parce qu'ils se repentent ou pas sur place, si en tout cas on adopte une attitude qui est celle, à mon sens, qui devrait être celle de la démocratie, c'est-à-dire le rapatriement. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. La Suisse a voté, enfin elle applique, elle a revoté plusieurs fois sur l'expulsion des criminels étrangers. Donc la double peine, un étranger en Suisse qui fait de la prison en Suisse, après il est expulsé. La France aimerait maintenant adopter d'ailleurs, se penche sur notre système pour l'appliquer en France. Alors en Suisse, on est d'accord d'expulser les étrangers qu'on ne veut pas. Mais donc, la même chose, c'est-à-dire des pays étrangers qui aimeraient redonner les ressortissants
d'autres pays à leur propre pays, ça, la Suisse, elle ne veut plus reprendre les siens. Je trouve qu'il y a quand même un certain paradoxe. Pour qu'ils soient expulsés de chez nous, ils ont été jugés. Je m'excuse. Oui, la problématique de fond en état de droit, puisqu'on fait une grande discussion sur la démocratie et l'état de droit, c'est que l'idéal, c'est que les gens soient jugés soit selon le droit international ou soit dans le droit local. Ici, on est dans le Kurdistan, il n'est pas reconnu. Il y a le droit international qui pourrait s'appliquer. Il y a la grande hypocrisie. Il n'y a pas de délégation suisse consulaire sur place. Extrêmement pragmatique pour revenir à toute la question cruciale du départ. Est-ce que les Suisses sont plus en sécurité avec des ressortissants terroristes ou en risque de radicalisation, je pense aux enfants en Kurdistan, en Syrie, je ne sais pas où, ou en Suisse? Moi, je pense, les experts disent que c'est en Suisse. Maintenant, en Suisse, on a des crimes qui sont commis, des terroristes, on en a vu à Morges, on en a vu ailleurs. Ça n'empêche pas, c'est un danger qui existe. Le danger zéro, le risque zéro n'existe pas. Je sais que je vais recevoir des courriers en disant « Madame Mara, espérons que ça vous arrive à vous, à votre famille et pas à la mienne ». Quand je dis ça, évidemment, je m'attends à ça. Mais moi, je pense qu'il faut défendre nos démocraties et les valeurs qu'il y a avec. Une question aussi, c'est que ce que la représentante de l'ONU a dénoncé, c'est que les gouvernements très stricts agissaient aussi pour ne pas déplaire, par électoralisme. Donc Philippe Val. Elle a un grand appartement ? Elle peut recevoir beaucoup de monde chez elle ? Voilà. Non, mais il y a un vrai problème. Non, mais il y a un vrai problème. Non, elle n'est pas légitime pour parler de ça. Et pourquoi ? Parce que qu'ils font des leçons de morale, mais ils font rien. Elle fait rien. Non, mais son boulot, c'est d'aller sur place et de faire des rapports. Les femmes politiques sont des gens qui sont... On croit qu'il y a l'opinion d'un côté, et puis une espèce de machin, de casse qui vient de la planète Mars, qui s'appelle les femmes et les hommes politiques. Non. Les hommes et les femmes politiques sont issus de la population et ils pensent pareil, ils ont un corps, un cerveau, un système nerveux. Et ils pensent la même chose. Ils sont juste en responsabilité de refléter quelque chose et aussi parfois de dire quelque chose un peu mieux que la grosse opinion qui veut des solutions simples et dire attendez justement, il y a le droit, il y a la démocratie, il y a le respect du droit des gens, etc. Donc, si vous voulez, ils font ce qu'ils peuvent, les 3/4 du temps, ils se conduisent pas trop quand même. Enfin, je regarde ce qui se passe en Espagne, en Angleterre, en France, je ne parle pas de Guantanamo, mais en Europe, on essaye de faire au mieux. C'est compliqué, il n'y a pas de bonne solution. Cette personne-là, qui dit qu'elle est partie en Irak, qui est en Syrie, qui a rejoint Daesh, mais qui l'a regretté au bout de 3 jours. Néanmoins, c'est parce qu'il a vu un monde derrière les écrans, quand il regardait, quand il était en Suisse, il voyait quand même des gens se faire décapiter. Il voyait des femmes enceintes se faire éventrer. Et il est parti. Puis il a vu que, en vrai, quand c'est à 2 mètres, c'est pas pareil. Donc, mais il est parti en connaissance de cause. C'est un adulte consentant d'une certaine façon. Il paye. Il est coupable. Mais par contre, ce qu'il vit là, pour nous, c'est inacceptable. Évidemment qu'il faudrait que l'on puisse agir pour qu'il ne soit pas torturé, pour qu'il soit dans une cellule, avec l'hygiène, avec un traitement humain, parce que quelle que soit sa culpabilité, il doit être traité comme ça, c'est nos lois, c'est nos règles. Et le fait qu'elle ne soit pas respectée est dramatique. Mais comment voulez-vous qu'on fasse ? Qui a la solution ? Mais j'aimerais bien revenir sur cette question justement électoraliste ou pas. Adama, dans votre gouvernement, vous avez 2 représentants aussi socialistes au Conseil fédéral, donc qui cautionnent cette politique. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on doit agir ainsi ? Est-ce qu'on agit ainsi tout simplement parce qu'on sent que la population suisse est très majoritairement contre le retour ? Alors, je ne sais pas si elle cautionne ou pas, mais 2 représentants, comme vous savez, c'est un système collégial. À secret. De collégialité, on a des spécialistes et des UDC qui ne sont pas là, donc, mais pas tellement les nôtres. Je pense que... je ne me rappelle plus de votre question, pardon. La question, c'est est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal, précisément, de gouverner aujourd'hui en ayant une préoccupation de ce que pense la majorité de la population et plus que ce qui devrait être fait? En matière migratoire, je parle pour la Suisse, le pays que je connais le mieux. En matière migratoire, pour m'en avoir occupé depuis 20 ans en politique, c'est extrêmement clair. On ne va pas vers le beau, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que dès que vous parlez d'étrangers,
Et là, on parle de choses extrêmement différentes. Il y a les terroristes, il y a des gens qui arrivent légalement, il y en a d'autres qui arrivent illégalement, il y en a qui fuient des guerres, etc. On parle de choses extrêmes. La naturalisation, c'est encore une thématique en Suisse. En Suisse, il faut attendre, c'est très dur pour être suisse. Enfin voilà, de manière générale, la question migratoire n'est pas un élément apprécié par les politiques, parce qu'on n'est pas populaire. Surtout quand on a des opinions, je suis désolée, monsieur Val, on est des hommes et des femmes comme les autres, mais justement, il y a des gens qui sont quand même, on n'est pas tous d'accord sur ni les solutions, ni sur les constats. Les gens ne sont pas d'accord entre eux non plus. Non, mais il y a eu un sondage, en tout cas en France, qui montrait que 82% de la population ne voulait pas entendre parler du retour et 67% même pas du retour des enfants. C'est là notre responsabilité comme politiciens, c'est d'être garant d'une démocratie qui protège tous les citoyens, tous les citoyens. Et il faut aujourd'hui pouvoir le dire. Alors évidemment, ce n'est pas apprécié, les partis n'en parlent pas, n'en parlent peu, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre ce sujet-là. Mais je prends un autre exemple, voilà, les requérants d'asile en Suisse. Est-ce que vous avez juste, pour conclure, l'impression que justement le gouvernement suisse aujourd'hui agit dans ce dossier du djihadisme pour ne pas déplaire, comme courage. Aujourd'hui, le Conseil fédéral agit sans courage sur ces questions. Et moi, je trouve ça extrêmement grave pour la démocratie. Ouais. Alors, on doit... Donc moi, j'en conviens que demain, je vais dans un pays étranger, je fais un acte terroriste, je reviens tranquillement. En tout cas, je demande à revenir, mais je ne suis pas jugé dans le pays où j'ai fait l'acte terroriste. Je m'excuse, il y a quand même un problème de fond. Non, mais il y a quand même un problème de fond. Et puis ensuite, non, mais il y a quand même un problème de fond. Mettez-vous à la place de l'autorité, d'accepter quelqu'un dont on sait qu'il a fait des actes délictueux. Et puis, comme ça, on l'accueille. C'est pas si facile que ça. Non, mais là, on doit conclure parce que je suis pressée par la conclusion d'Alexandre Kominek qui doit rentrer. Juste un mot quand même. Alors, un tout petit mot, Philippe Ball. Les responsables politiques viennent de l'opinion, mais ils doivent aussi savoir convaincre l'opinion de choses qui lui déplaisent. Sinon, on n'aurait jamais aboli la peine de mort, jamais, etc. C'est son devoir en permanence. Voilà. Et maintenant, on restera sur ces mots. Malheureusement, Boris, on va devoir faire rentrer, malheureusement, heureusement, on va devoir faire rentrer Alexandre Kominek pour son mot de conclusion. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, vous allez bien ? Alexandre. Waouh, merci pour cet accueil chaleureux. Et c'est toujours comme ça. On dirait pas. C'est compliqué de passer du débat au rire. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, franchement. Franchement, vous, c'est compliqué, mais moi, depuis le début, cette émission, c'est une tannée pour moi. On est ensemble, on est d'accord. Philippe, il est là pour... Non, mais vraiment, moi, à chaque fois, on me dit, bon, allez, tu dois faire des blagues sur la pédophilie, MeToo, le racisme. Mais c'est pas des blagues, en fait, j'ai l'impression que c'est des accusations. Et aujourd'hui, les enfants du djihad, allez, vas-y, fais-nous marrer avec des enfants nés dans des pays en guerre, arrachés à leurs parents. Mais bon... Je suis hyper content de te voir, Laetitia. Ah, c'est gentil, moi aussi, Alex. Vraiment, je suis très content de te voir. Je suis vraiment très content de te voir parce que à chaque fois, je me dis, tiens, je vais faire un monologue de 3 minutes devant une femme, sans commencer par... Attends, je peux tout expliquer. C'est vrai, dans la vie, les mecs, si on parle longtemps devant une femme, c'est pour s'excuser. Quand on vous fait la cour, on vous laisse parler. Au resto, on est là... Ouais, bien sûr. Ouais. Tellement d'accord avec... Pareil. Pareil, alors que c'est même pas vrai. Pas du tout. J'appelle ça le théorème du d'accord avant rapport. N'oubliez jamais, mesdames, on est toujours partant pour tout tant qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait de vous. Pour vous dire, lors d'un rendez-vous au cinéma, une fois j'avais un date, j'ai accepté d'aller voir Mariage à la Grecque 2. J'ai payé les places, Laetitia, les pop-corn, les boissons, 100 balles, Laetitia, 100 balles. J'ai même pas conclu, Philippe. Tu sais ce que je fais avec 100 balles tout seul? 100 balles dans un pays du tiers-monde? Genre en France? Là-bas, je suis Jeff Bezos avec 100 balles. Non mais si on est d'accord, les mecs, avant rapport, c'est parce qu'en fait, on a peur de se dévoiler. De vous froisser, et encore plus aujourd'hui, Laetitia. Moi, quand je rencontre une nana, je vous le dis, j'ai tellement peur de paraître pour un con et de dire des conneries que je joue la carte du mec mystérieux. Ouais. Alors que c'est une arnaque, mesdames. Le côté mystérieux, c'est juste qu'on préfère ne pas parler que de vous dégoûter. Donc arrêtez avec des... Ah non mais j'aime trop ce gars, il a un côté mystérieux. Non, il n'est pas mystérieux, il est juste con et il en est conscient. Je te jure que, Laetitia, moi j'ai tellement peur qu'une fille entende mes conneries que je me dis, peut-être que je devrais sortir avec des sourdes. Ouais,
En plus, génial, hein, t'arrives en bagnole, je mets la musique que je veux, arrivé au resto, je profite des places handicapées, et t'as vu comment ils parlent, hein? Oli, je te laisse donc imaginer ce qu'elles doivent faire avec leurs mains. Franchement, très souvent, soit on se tait, soit on ment pour plaire. C'est vrai, Laetitia. Il n'y a que quand on est enfant qu'on est honnête. Regarde, quand un enfant de 8 ans, il va vers une fille, il dit « Tu veux devenir mon amoureuse ?» hein? Aujourd'hui, si tu vois un adulte dire ça, c'est qu'il y a un éducateur spécialisé à côté. On se ment, adulte. Ma génération Netflix, pour se faire des plans, on se dit des trucs du genre « Tiens, ça te dirait de venir mater un film à la maison hein ?» Alors que si on avait l'honnêteté de notre enfance, on devrait dire « Tiens, tu veux venir mater un film dont tu comprendras jamais la fin ?» Ouais. Ouais, non mais parce que c'est super dur de suivre les sous-titres avec une paire de couilles sur les yeux. Hein. Donc, je regarde quand on va se faire, Laetitia. Voilà, donc voilà, il y a peut-être quelques personnes choquées par ce que je viens d'avouer, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le game, d'accord hein. Et donc pour en revenir aux enfants du djihad, eh ben, je me réjouis moi de savoir qu'on peut peut-être leur offrir une scolarité normale, un suivi, de l'amour, et en ce qui concerne les petits mecs, leur proposer ce genre d'avenir, leur proposer ce que ma Suisse natale a à offrir aux hommes de ma génération, hein, c'est-à-dire devenir une merde avec sa tobe, mais pas avec des armes. Merci beaucoup Alexandre Kominek. Le point, c'est fini. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine. Bye bye.